À présent présenter les deux prochaines interventions. La première, si Hakim était un objet, ce serait un ballon pour sa capacité à rebondir. Parce qu'il a eu une histoire incroyable, Hakim, et il va nous plonger au cœur de la Kabylie avec une histoire qui n'a pas toujours été facile. La deuxième intervention, ce sera Mina et Abraham qui vont en musique, avec des instruments d'ailleurs insolites, qui prendront le soin de vous présenter, nous emmener dans leur propre univers. En attendant, je vous prie de faire beaucoup de bruit et d'accueillir très chaleureusement Hakim Aretsky. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hakim Aretsky, je suis né le premier jour du printemps 1983 en Kabylie. Avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais vous faire voyager dans ma Kabylie, dans ma région, cette magnifique région au nord-est de l'Algérie. Dans mes souvenirs, en fait, toutes les saisons, tous les jours sont un spectacle extraordinaire. Ces premières lueurs du jour, cette lumière étincelante, le froid, le vent de l'hiver, en fait, quand je sortais de chez moi pour aller à l'école, je revois encore ces montagnes enneigées, ces centaines de fils blancs qui s'élèvent des toits des maisons vers le ciel, l'odeur du bois qui brûle, la fumée qui s'échappe des cheminées. Le soir, de temps en temps, au loin, à l'horizon, un arc-en-ciel, une lumière, une beauté, des couleurs extraordinaires. En fait, toutes les saisons, on a l'impression que c'est une terre nouvelle. On a l'impression que chaque saison a son habit. Les journées florissantes du printemps, ce ciel azur, ce soleil flamboyant, ces nuits claires et chaudes de l'été. En fait, tous ces éléments sensoriels et visuels viennent se rajouter à ce décor magnifiquement orchestré par cette même nature. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Comme tous les jeunes de mon âge, je vais à l'école. Je pratique beaucoup de sport. En sport individuel, je suis passionné par les arts martiaux et en sport collectif, j'adore le football. Je suis jeune donc et j'ai les rêves plein la tête dans mes montagnes qui me sont si chères. Azul Flaoun. Azul qui veut dire salut en kabyle. Dans la vie de tous les jours, je parle kabyle. D'ailleurs, depuis ma naissance, je ne parle que kabyle. En revanche, à l'âge de 6 ans, il faudra parler une autre langue. Il faudra étudier en arabe. On est petit, on ne comprend pas tout, mais on suit quand même. Lorsqu'on grandit, on se pose la question, mais bon sang, pourquoi j'ai pas le droit d'étudier en ma langue maternelle? Pourquoi j'ai pas le droit de parler kabyle? Pourquoi j'ai pas le droit de connaître mes vraies origines, mon histoire, ma culture? Pourquoi j'ai pas le droit de vivre libre dans mon pays? Étudiant au lycée, plus tard, avec mes camarades, on sort manifester dans la rue, manifester pacifiquement, on était filles, garçons mélangés, petits et grands, on manifestait contre cette oppression et injustice sociale, contre la falsification, la confiscation de notre histoire, nos origines, notre culture. En fait, on manifestait tout simplement contre toutes les injustices qu'il y avait en Algérie. En face de nous, des gendarmes armés d'armes d'assaut. On fait une minute de silence et en fait, les gendarmes provoquent. Ils nous tirent dessus avec des bombes lacrymogènes, des rafales à blanc. La manifestation dégénère, tout le monde court partout, les cris, les larmes. On jette des cailloux et ils ripostent avec des bombes lacrymogènes et des rafales à blanc. En fait, pendant un petit moment, je me suis demandé est-ce qu'ils allaient vraiment nous tirer dessus. On était des jeunes, ok, on était révoltés par les injustices, on était révoltés par ce qui se passait là-bas, mais on n'était pas dangereux et surtout, on n'était pas armés. Malheureusement, le pouvoir algérien a ordonné à ce qu'on nous tire dessus avec des vraies balles, des balles réelles. Explosion et lumière blanche. Impossible de vous dire combien de temps dure ce moment incroyable, cette douceur, cette légèreté en fait, cette lumière tellement attirante, tellement rassurante, tellement blanche. Ce moment de légèreté, j'avais l'impression de flotter, de voler, de nager. Les mouvements, le temps, le souffle, la vie, tout s'arrête. Mort? Non, cette horrible douleur. Non, je ne suis pas mort, enfin, je crois. En fait, presque à bout portant,
j'ai reçu 2 balles de Kalachnikov. Une balle qui m'a traversé la cheville droite et une autre balle qui est venue se loger dans ma tête. La deuxième balle était une balle explosive. Ouais, vous avez bien entendu. Des balles explosives contre des jeunes qui manifestent, contre des mains vides, contre des yeux pleins de rêves, pleins de couleurs et pleins d'espoir. La deuxième balle m'a atteint au niveau du crâne, elle s'est explosée en plusieurs morceaux, elle m'a sectionné les 2 nerfs optiques. Je venais tout simplement de perdre la vue d'une manière cruelle, sauvage et définitive. Je venais de perdre la vue à la vitesse d'une balle de Kalachnikov tirée à moins de 30 mètres. La dernière image de mon monde de voyant sera à tout jamais cet attroupement de gendarmes. Ces gendarmes, en fait, qui ont prêté serment de nous défendre, nous protéger. Les voilà aujourd'hui, en fait, et dirigent leurs armes vers nous. Et ils tirent pour tuer des enfants. Ce 27 avril 2001 marquera pour moi la fin d'une vie, et ça sera officiellement le début de ce qu'on va appeler le printemps noir de Kabylie. Un massacre sanglant, orchestré, exécuté par le pouvoir algérien en place. Un massacre qui va malheureusement rester à ce jour impuni, parce que la plupart des commanditaires sont toujours en liberté. Un massacre qui aura fait plus de 127 morts et plusieurs milliers de blessés par balle. Tout ça parce qu'on a osé dire, on a osé contredire et parce qu'on voulait vivre libre. Tahar Djaout, un grand écrivain algérien, disait « Le silence, c'est la mort. Le silence, c'est la mort, et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors dis et meurs. » Moi, j'ai envie de dire, mais j'ai aussi envie de vivre. Des morts et des blessés partout dans les rues de Kabylie. Comme tous les blessés, j'étais laissé pour mort. J'étais abandonné dans un hall d'immeuble. Les manifestants m'ont mis là, en fait, pour me protéger parce que les gendarmes achevaient leurs victimes, achevaient les blessés. Et inconscient, bien évidemment, je reprends conscience dans cette ambulance qui allait me transporter plutôt, dans 3 hôpitaux différents la même nuit, jusqu'à cet hôpital d'Alger, Mustapha Bacha à Alger, où je vais rester 5 jours sans soins. Parce que là encore, le pouvoir algérien a ordonné à ce qu'on ne soigne pas, en fait. Je reprends conscience donc dans cet hôpital plusieurs fois, je reprends conscience dans une voiture, dans un aéroport, plusieurs fois dans un avion, et je reprends conscience enfin en France. Tout le monde n'a pas eu cette chance, malheureusement. Mon ami d'enfance, Youssef, qui lui avait reçu 5 balles de Kalachnikov pour avoir osé manifester le même jour, le même endroit, au même moment. Il avait reçu 5 balles. Il a pris également la direction du ciel cette nuit-là et en fait, il est parti briller à tout jamais parmi les étoiles. Il venait d'avoir 19 ans. Le miracle pour moi, c'était mon papa, c'était ma belle-mère, c'était mes oncles, c'était toutes les personnes qui les ont aidés de près ou de loin à m'extraire des griffes de la mort. Le miracle était la survie durant ces 5 journées d'enfer où je suis resté à l'hôpital sans soins. Le miracle, enfin, c'était ce vol Alger-Paris où j'ai voyagé assis comme tout le monde, une cheville transpercée par une balle et une balle explosive dans le crâne. Le pire voyage de toute ma vie, le plus douloureux, le plus périlleux, le plus dangereux, ce sera finalement le voyage qui va me ramener à la vie. Je suis en France, je suis vivant, je vais vivre et être obligé de m'adapter, être obligé d'apprivoiser ce monde dans lequel je me trouve désormais, un monde rythmé par le silence, les sons, un monde au début rythmé par le froid, le chaos, les cris, les larmes, les cauchemars. En un mot, le chaos dans un décor à l'unique couleur. Depuis ce jour, bien évidemment, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques, beaucoup d'interventions chirurgicales, la rééducation aussi, pour pouvoir se relever. En fait, il est très très dur de revenir parmi les vivants lorsque la mort vous a bercé un moment dans ses bras. C'est dans des moments comme celui-là, on pense en fait que tout est fini, et de toute façon, même si ce n'est pas fini, tout sera impossible. Et pourtant, je réussis à revenir parmi les vivants,
grâce, encore une fois, tout d'abord à mon père, grâce à ma belle-mère, grâce à cette extraordinaire prise en charge médicale, en fait, depuis que je suis arrivé en France. J'ai réussi à revenir parmi les vivants, à rester debout, à me battre, à vivre. Vivre au plus profond de moi, vivre en me surpassant physiquement et moralement, vivre à condition d'apprivoiser le noir total et irréversible. La soif de vivre, la soif de résister pour moi et pour les miens, ont fait de moi ce rescapé revenu d'entre les mâchoires de la mort. Ce moment-là marquera le début de ma deuxième naissance. 2001, je suis mourant, aveugle et sur fauteuil roulant. Je ne vous mens pas, mourant, aveugle et sur fauteuil roulant. Depuis, j'ai beaucoup appris grâce à autre chose que la vue. Mon monde d'aujourd'hui, je le fais, je le vis sans la vue, mais pleinement avec mes autres sens, dans le toucher et l'écoute. Je me suis intéressé aux instruments de musique. En fait, j'ai jamais touché d'instrument de musique de ma vie de voyant. Arrivé en France, donc mon père me donne une guitare pour passer le temps durant ces très très longues journées de convalescence où je suis resté pour la plupart du temps allongé parce que je ne pouvais pas me mettre debout. Et les journées où j'étais vraiment en forme, j'arrivais à m'asseoir. Sinon, c'était tout le temps allongé. Donc, cette guitare, en fait, j'ai appris à faire plein de choses avec. En fait, j'ai appris d'autant plus que quelques années plus tard, j'ai intégré l'Institut national des jeunes aveugles à Paris pour à la base finir ma rééducation, apprendre le braille, reprendre mes études. C'est là où je prends des cours de musique, je fais une formation musicale. Et 7 ans plus tard, après avoir perdu la vue, je deviens accordeur de piano, je fais 2 albums et je joue d'un instrument musical. En fait, mon mandole dans les mains, mes doigts qui se baladent sur ce morceau de bois, avec cette liberté de mouvement, avec mon mandole, en fait, je le ramène partout. Je joue de la musique, je compose des morceaux, et c'est comme ça que la musique, en fait, a été ma première béquille pour me remettre debout après ce qui m'est arrivé. Je relève le défi justement de me remettre debout, de remarcher tout d'abord, chose qui n'était pas facile au début. Et puis de reprendre le sport malgré cette cheville explosée par la balle. Et donc je découvre le CC-Foot à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Au début, c'était très très compliqué, c'était très très dur. Et à force d'entraînement, à force de ténacité, en fait, j'intègre des clubs de CC-Foot tout d'abord. Et en 2009, j'intègre l'équipe de France de CC-Foot. Je deviens sportif de haut niveau, je deviens champion d'Europe des nations. Depuis ce jour, plusieurs fois sur le podium européen, je suis champion d'Europe, je suis plusieurs fois vice-champion d'Europe et je suis vice-champion paralympique en 2012, 11 ans après avoir perdu la vue. C'était un truc de dingue. Aujourd'hui, je suis toujours membre de l'équipe de France de CC-Foot, d'ailleurs en pleine préparation pour les prochains Jeux de Tokyo. Je suis ambassadeur du sport, je suis responsable développement au sein de mon club. Et puis, je suis président du comité départemental handisport de Seine-Saint-Denis. Le CC-Foot, c'est l'adaptation du football pour les personnes non-voyantes. Vous vous demandez certainement comment des personnes aveugles peuvent faire du foot. En fait, je vous avais dit tout à l'heure que mon monde est désormais rythmé par des sons et du silence. Eh bien, c'est le mélange des deux qui me permet aujourd'hui de pratiquer pleinement ma passion sportive, un peu de silence chez les spectateurs, de la communication entre les joueurs, un ballon qui est sonore, comme celui-ci. En fait, c'est comme ça que j'arrive à le repérer sur le terrain. Je joue avec mes coéquipiers. Le toucher de balle et les sources sonores qui nous entourent, en fait,
nous aide à faire ce qu'on veut du ballon et de nos déplacements sur le terrain. Vous savez, le sport, en fait, pour moi, ça a été cette deuxième béquille, justement, qui allait me mettre définitivement debout et pour enclencher ce processus de reconstruction. Lorsqu'une vie bascule, comme la mienne, en fait, à l'époque, il y a quelque chose qui s'installe, en fait, en nous, c'est vouloir se relever, justement, se fixer des objectifs et tout faire pour aller les atteindre. Pour moi, l'humilité, le respect, la reconnaissance, ce sont aussi des valeurs qui se sont installées en moi. Et je pense que c'est des valeurs qui s'installent lorsqu'on fait face à quelque chose de puissant qui nous dépasse. On fait avec, mais on résiste et on se bat. La confiance en soi, la confiance en ses coéquipiers, dans les autres, en fait, le dépassement de soi, ce sont toutes là les valeurs en fait, qui ont fait mon éducation et qui se sont forgées depuis ces 20 ans où j'ai perdu la vue. Ce sont aujourd'hui mes armes pour affronter le quotidien. En fait, je ne pense pas qu'il existe une potion magique pour la résilience. Je pense pas qu'il y ait une recette spéciale pour ce phénomène extraordinaire. Je pense que chacun peut avoir sa propre recette. Je pense aussi que la seule limite dans cette vie, c'est la mort. Tout le reste, c'est des difficultés, c'est des obstacles. Ok, des obstacles ou des difficultés plus ou moins compliquées à surpasser, mais il faut savoir dans la vie, parfois, il faut accepter de contourner un obstacle, une difficulté, au lieu de s'acharner en fait à le dépasser sur le coup. Si je vous raconte aujourd'hui mon histoire, si je vous ai raconté mon histoire, c'est pour vous donner quelques éléments qui ont marché pour moi dans ce processus justement de résilience. Ce qui a marché pour moi, c'était cette volonté de faire quelque chose de cette deuxième chance que la vie venait de m'offrir. Ce qui a marché, c'est cette volonté justement de continuer le combat en mon nom et au nom de tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sauvés comme moi, j'ai pu l'être en 2001. Ce qui a marché, c'est la foi en mon combat, la foi en mes idées, en fait, m'a beaucoup aidé à me relever. Clamer toujours, ce devoir de clamer toujours, jusqu'à aujourd'hui, et ça sera pour toujours, non la vengeance, mais plutôt la justice. Ce qui a marché aussi, c'est cette volonté d'essuyer les larmes sur les visages des miens, leur redonner espoir et pourquoi pas les rendre fiers de ce que j'allais devenir. Enfin, ce qui a marché, c'est cette volonté de redessiner un sourire sur le visage de ma mère, le visage de mon père, un sourire qui a été effacé par le pouvoir algérien, comme il a été effacé sur de nombreux visages de nombreuses familles en Kabylie. Pour faire tout ça, pour prendre ma revanche par rapport à ce qui s'est passé, il fallait apprivoiser mon handicap, faire de cet handicap une force, un propulseur qui allait me pousser vers l'avant et non des chaînes qui allaient me condamner à rester en place. Il fallait se réadapter, il fallait tout recommencer quasiment à zéro et en fait, il fallait tout simplement vivre. Vivre alors peut-être dans un monde qui est différent du vôtre, un monde qui ne passe plus par le regard, un monde, il y a aujourd'hui entre nous des battements de cœur, des sons, du toucher pour donner et recevoir. Je pense que nous avons tous une trajectoire, une histoire, un monde différent. Mettons tous nos mondes à portée de main pour qu'un jour nous ayons quelque chose à offrir. Peu importe le moment, peu importe l'endroit, peu importe la manière, il y aura forcément quelqu'un qui va en avoir besoin. Avec les moyens qui sont les miens aujourd'hui, je fais mon monde à portée de main et sans vous voir, je suis là devant vous, vous offrir une petite partie de celui-ci. L'espoir. Les amis, un cœur plein d'espoir, plein de confiance, voici un carburant qui maintient quelqu'un debout et en vie. Je finirai tout simplement sur une touche très personnelle. Mes valeurs, mon histoire, mon combat, mon monde, je continue à le transmettre. Je continue à transmettre cette flamme, en fait, qui a certes vacillé il y a de cela 20 ans. Elle a vacillé, mais elle n'a pas voulu s'éteindre. Elle s'est au contraire enflammée tel un brasier. Elle a donné naissance à plusieurs flammes qui aujourd'hui éclairent mon monde, telles des étoiles éclairent un ciel. Mes étoiles, mes flammes aujourd'hui s'appellent Yema, qui veut dire maman en kabyle. Ça s'appelle Vava, qui veut dire papa. Mes flammes, ce sont mon frère, mes sœurs, mon épouse, mes amis,
Ce sont toutes les belles personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont pu m'aider, qui m'ont aidé, ne serait-ce d'une parole ou d'un geste, en fait. Elle s'appelle depuis quelques mois, depuis 6 mois plus exactement, elle s'appelle Nélia. La plus belle, la plus brillante, la plus étincelante, même si je ne la vois pas. Je suis l'heureux papa d'une petite merveille, Nélia. Je t'aime, ma fille. Merci.